L'anime commence avec notre protagoniste, Takuto, qui s'amuse avec un jeu en ligne depuis son lit, dans sa chambre. Mais après quelques secondes, il perd connaissance. Peu à peu, il sent son esprit s'envoler vers un autre lieu, et lorsqu'il ouvre les yeux, la première chose qu'il voit, c'est qu'il se trouve dans un endroit qu'il n'a jamais vu auparavant. Mais au lieu de paniquer comme la plupart d'entre nous le feraient, il est incroyablement excité de pouvoir respirer l'air frais. Eh bien, quand on a des attentes basses, rien ne peut jamais vous décevoir. C'est alors qu'une femme s'approche pour le saluer. Takuto est stupéfait de la reconnaître, c'est Atu. Elle confirme qu'il a raison et l'appelle roi. On nous explique alors que, pendant que Takuto était malade, il jouait à un jeu de stratégie 4X dans un univers de fantasy sombre, Eternal Nation. Le personnage qu'il adorait le plus dans ce jeu était cette femme, Atu. Réalisant qu'il s'agit vraiment d'elle, la première chose que fait Takuto est de se demander intérieurement ce qu'il doit faire, se questionnant sur le fait de savoir s'il s'agit d'un jeu de rôle. De plus, il suppose que si elle l'a appelé roi, c'est peut-être parce qu'elle pense qu'il est le leader des Minogra. À ce moment-là, Atu laisse échapper un petit rire et lui demande de se calmer. Ensuite, elle lui annonce qu'il a réussi à surmonter le mode cauchemar avec la civilisation la plus difficile à jouer, les Minogra, celle de la ruine, et qu'il est le joueur légendaire qui brille à la première place du classement. Cela laisse Takuto sous le choc. Atu lui fait savoir qu'elle se souvient de tout, faisant référence à tout ce qu'il lui a dit pendant qu'il jouait, comment ils ont dominé le monde ensemble à plusieurs reprises et toutes les fois où ils sont morts. Elle lui demande alors de ne pas s'inquiéter, car elle se souvient de tout parfaitement. Après avoir assimilé tout cela, Takuto mentionne que son style de jeu consistait à l'utiliser, elle, et qu'il espérait peut-être atteindre la puissance qu'elle possède. C'est pourquoi il est très heureux de pouvoir lui parler en personne. Atu lui répond qu'elle pense la même chose, que pouvoir lui parler est une joie immense. Quelques secondes plus tard, Takuto se demande s'il est au paradis et veut savoir si c'est elle qui l'a amené ici. Atu lui répond que non, et que lorsqu'elle s'est réveillée, elle était déjà là, donc elle ne pense pas qu'il soit au paradis. Si elle devait donner une hypothèse, elle dirait qu'ils sont dans un monde similaire à celui d'Eternal Nation. En lui prenant la main, elle lui dit qu'elle est heureuse de le rencontrer en personne et lui demande s'il veut recommencer ensemble. Elle évoque la possibilité qu'il soit dans un monde comme Eternal Nation, ou peut-être dans le monde d'où il vient, et bien que ce soit inconnu, elle souhaite construire un royaume ensemble, comme ils l'ont déjà fait auparavant. Takuto réfléchit à cela, car il ne sait pas ce qui se passe ni où il se trouve, mais comme ils sont déjà ensemble, il accepte l'idée de le faire à nouveau, de revivre ses jours heureux dans ce monde. Décidé, il lui dit qu'ils vont construire un royaume ensemble, un royaume rien que pour eux deux. Cela fait sourire Atu de bonheur, mais juste après, elle lâche un dialogue maléfique, se présentant comme Atu du Bourbier, fille du Limon, qui détruira le monde et dont le corps et l'esprit lui appartiennent désormais. En terminant, Takuto avoue que cela lui fait un peu honte, ce qu'elle reconnaît aussi, mais en mettant cela de côté, il lui indique qu'elle est sa seule subordonnée pour l'instant et qu'elle sera sa conseillère et sa main droite. De plus, leur civilisation est la plus maléfique. Mais comme il est spécialiste des affaires nationales, il veut lui rappeler que la première chose que font les Minogra, c'est de s'isoler. Un peu plus tard, Takuto utilise la création d'urgence pour invoquer une unité d'exploration de type insecte. Tous deux conviennent que cet insecte est assez répugnant, mais en ignorant cela, car ils ne jugent pas, Takuto rappelle à Atu que les Minogra sont une civilisation pacifique qui gouverne le mal et la ruine, ce qu'ils doivent garder à l'esprit dans leurs actions. En résumé, ils doivent éviter que les autres ne les découvrent. Pour cela, ils doivent collecter des informations sans être vus. Il ordonne alors à l'insecte d'explorer les environs. Pour l'encourager, Atu avertit l'insecte qu'il ne doit pas décevoir le grand Takuto, ce qui le fait partir à toute vitesse, effrayé. En voyant cela, Atu confirme que cette unité fonctionne comme si elle était sous son commandement, tandis que Takuto remarque qu'il peut partager sa vision, comme dans le jeu. Après avoir invoqué l'insecte d'exploration, Atu déclare qu'elle travaillera dur pour créer leur force militaire. Ou du moins, c'est ce qu'elle aimerait dire. Takuto mentionne que l'unité héros comme Atu se développe avec le temps, mais pour l'instant, sa force est de 3. Cela signifie qu'il court un risque très élevé, car tout affrontement avec un ennemi pourrait les anéantir complètement, ce qui le conduit à reconnaître que la difficulté est vraiment élevée. Plus tard, Takuto reste concentré sur l'exploration des environs à travers la vision de l'insecte, obtenant une meilleure idée de l'endroit où il se trouve. Il confirme que pour l'instant, tout n'est que forêt, et qu'il n'a trouvé ni animaux ni monstres. Atu lui fait remarquer que les forêts sont parfaites pour se cacher, mais qu'il est étrange qu'il n'y ait pas d'animaux. Elle s'excuse de ne pas lui être d'une grande aide pour le moment. Il lui demande de ne pas s'inquiéter, car sa seule présence à ses côtés lui suffit. Ces mots la rendent très heureuse, et face à sa réaction, Takuto découvre qu'il peut maintenant mieux percevoir sa personnalité, ce qu'il ne pouvait pas apprécier pleinement auparavant. Soudain, il découvre quelque chose d'important, non loin de là, il y a une communauté d'elfes noirs. Atu suppose que c'est normal dans un monde de fantasy et que les elfes noirs, malgré leur nom, sont neutres, mais penchent vers un mal neutre, ce qui est un soulagement.
Takuto se demande si cela signifie qu'ils sont bien dans Eternal Nation et souligne qu'il est problématique d'avoir un autre campement à proximité, car il vaut mieux éviter la guerre. Face à ce problème, Atu propose de fuir ensemble, ce qu'il accepte sans objection, car les Minogra aiment la paix et l'harmonie, et elle soutient cela. Elle considère même que la guerre est barbare. Une fois cette décision prise, Takuto lui dit qu'ils vont d'abord surveiller ces elfes tout en explorant les environs, et si cela tourne mal, ils n'auront qu'à s'enfuir. Atu accepte ces ordres avec beaucoup de joie, mais alors qu'il célèbre ce changement de plan de manière positive, des elfes noirs s'approchent et les regardent avec surprise. On nous montre alors ce qui se passait avec ce groupe d'elfes noirs quelques instants plus tôt. L'un d'eux dit à leur chef, le guerrier Jia, qu'il devrait abandonner ces terres maudites. Il veut aussi savoir pourquoi ils quittent la forêt. Jia explique qu'ils ont été expulsés de leur terre et n'ont nulle part où aller, et que les enfants ne tiendront plus longtemps. Comme il y a de la végétation dans ces zones, il pense qu'il pourrait y avoir de la nourriture. Un autre, nommé Emle, mentionne qu'aux confins du territoire inexploré d'Hidoragia se dresse une vaste forêt maudite, les terres maudites, et que selon les livres, quelque chose de très maléfique y a été scellé, ce qui empêche la vie de prospérer. Jia se contente de rire en entendant cela, pensant que ce ne sont que des superstitions, et souligne à quel point les arbres poussent bien ici. Il leur demande de ne pas abandonner, de ne pas perdre espoir, et que leur fierté et les esprits de leurs ancêtres leur montreront comment surmonter ces difficultés, bien qu'il admette intérieurement que cette forêt lui donne des frissons. Quelques minutes plus tard, ils tombent sur Takuto et Atu. Leur première réaction est de se figer, ressentant une mauvaise impression face à cet être étrange. Jia pense même que Takuto est l'incarnation du mal et que ce qu'il fera désormais pourrait affecter l'avenir de toute sa tribu, il doit donc être prudent. En leur présence, il s'agenouille et se présente comme un elfe noir du clan Mazaram, nommé Jia Najev, le guerrier chef. Il reconnaît que la personne devant lui est très importante et s'excuse d'être entré dans sa forêt sans permission. Atu maintient son rôle et le félicite subtilement d'avoir reconnu leur position, puis leur demande la raison de leur présence ici. Jia répond que le clan Mazaram, des elfes noirs, vivait autrefois dans les terres centrales d'Hidoragia. Comme il commence à donner trop de détails, Atu lui ordonne de manière intimidante d'aller droit au but. Sous cette pression, Jia explique rapidement qu'ils ont été persécutés et chassés de leur foyer, ce qui les a conduits à cette forêt. Dans son esprit, il se reproche d'embellir leur situation, ressentant la peur que Takuto et Atu inspirent. Soudain, Takuto remarque qu'ils sont très maigres, et Atu commence à expliquer pourquoi. Sans perdre de temps, Jia indique qu'ils n'ont plus de nourriture et que, pour semer leurs poursuivants, ils n'ont pas pu se procurer de quoi manger, et cela depuis plusieurs jours. Pendant que Takuto réfléchit à ce qu'il doit faire, Jia se demande intérieurement pourquoi ils doivent en souffrir et ce qu'ils ont fait pour mériter cela, alors qu'ils veulent seulement un endroit où vivre en paix. Soudain, quelque chose roule vers lui, suivi de plusieurs autres objets, et il identifie une odeur sucrée. Takuto leur dit de prendre cela et leur demande s'ils connaissent les pommes, qui sont délicieuses et coupées en forme de lapin. En prenant une pomme, Jia répond que non, car ces fruits sont très différents de ceux qu'ils connaissent. Il hésite sur la conduite à tenir, conscient qu'il serait impoli de refuser cette offrande. Soudain, un elfe noir s'exclame que c'est délicieux après avoir mordu dedans, et les autres font de même, partageant le même avis. Comme si cela ne suffisait pas, Takuto leur annonce qu'il a aussi des poires et utilise un portail pour en faire apparaître plusieurs. Atu demande à Jia ce qui se passe, car le roi leur offre de l'aide et il ne fait rien. Jia heurte son front contre le sol en signe de supplication et explique qu'il y a d'autres comme eux qui ont fui jusqu'ici, y compris des enfants qui meurent de faim. C'est pourquoi il préfère donner ses fruits, offerts avec tant de bonté, aux autres plutôt que de les manger lui-même. Takuto, pris de compassion, commence à accumuler une montagne de fruits devant les elfes noirs. Pendant que la nourriture s'entasse, Atu s'agite légèrement. Elle pense au fait que les elfes noirs sont méprisés pour avoir renié la lumière. On dit que ceux du clan de la lumière leur ont permis de vivre, mais ils ont été forcés de vivre dans l'ombre, loin de la lumière. Personne ne leur offre jamais d'aide, alors en voyant une telle quantité de nourriture, Atu ne peut s'empêcher de demander à Takuto qui il est. Il ignore sa question et insiste pour qu'il prenne la nourriture. Nous voyons ensuite que les elfes noirs qui attendaient encore essaient de tenir bon, et comme par miracle, Jia arrive pour leur annoncer qu'il a trouvé de la nourriture. À partir de là, il la prépare pour nourrir les enfants, et tous sont soulagés d'avoir pu tenir jusque-là. Une des filles demande à Jia d'où vient toute cette nourriture, et il répond qu'elle a été obtenue par hasard, tout en gardant en tête l'image de cet être mystérieux. Le soir, l'ancien Moltar s'approche pour le féliciter de son bon travail, car les fruits qu'il a rapportés sont exquis. Mais il veut savoir ce qui s'est réellement passé. Après une courte pause, Jia lui raconte qu'il a rencontré une créature légendaire au cœur de la forêt, et que Emle avait mentionné qu'un tel être était scellé dans les terres maudites. Moltar suppose qu'il s'agit du roi de la ruine et explique que certaines légendes et livres anciens parlent de cela, disant que lorsque le monde atteindra sa limite, le roi de la ruine apparaîtra, apportant la perdition à tout et forçant le monde à repartir de zéro. Il précise qu'il ne sait pas si cette information est vraie, mais qu'il ne peut pas affirmer qu'elle est fausse non plus.
Il ajoute que cet être ne leur a pas donné son nom, mais qu'il l'a trouvé si terrifiant qu'il pourrait bien être le roi de la ruine, un être qui semble échapper à leur compréhension. Cependant, une jeune femme le servait et traduisait ses paroles. Moltar remarque que, même s'ils ignorent s'il s'agit ou non du roi de la ruine, il est certain que ce n'est pas quelqu'un de bien. Maintenant qu'il a le ventre plein et a récupéré un peu de magie, il voit les choses plus clairement et affirme que cette forêt n'est pas normale, et qu'il aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Il demande ensuite ce que Jia a donné en échange de cette nourriture, mais en apprenant qu'ils n'ont rien donné, il se moque, car aucun être maléfique ne donnerait quelque chose gratuitement. Jia explique qu'ils ont simplement partagé des détails sur leur situation lorsqu'on leur a posé la question, et qu'ils pensent que leur excellence les a aidés par pure compassion. À ces mots, Moltar insinue que Jia a été ensorcelé par cet être maléfique, ne comprenant pas pourquoi il l'appellerait avec tant de respect. Jia lui rappelle qu'il mourrait de faim, et qu'un tel miracle justifie son respect, même s'il s'agit d'un être maléfique, car sans lui, ils seraient probablement tous morts. Comprenant mieux l'ampleur de la situation, Moltar s'excuse pour ce malentendu et annonce qu'il ira négocier avec ce roi, car il doit assumer son rôle de leader. Revenant à Takuto et à Atou, cette dernière reproche à Takuto d'avoir gaspillé de la magie pour invoquer toute cette nourriture. Il répond qu'il a eu pitié d'eux. Elle le gronde pour ses excuses simplistes et lui rappelle que leur civilisation vient de naître et qu'ils ne savent même pas ce qui les entoure. Comme elle fait la moue de colère, Takuto lui dit qu'il accepte de faire tout ce qu'elle lui demandera en compensation. Elle trouve cela excessif, se calme et essaie de mieux formuler ses mots. À peine Takuto lui dit qu'il a besoin d'elle, elle change complètement d'attitude pour lui montrer sa loyauté absolue. Laissant ce sujet de côté, il lui parle d'un problème, il n'a pas réussi à bien communiquer avec les elfes noirs. Bien qu'il puisse parler normalement avec elle, face aux autres, les mots ne lui viennent pas correctement, car il n'est pas doué pour communiquer. Alors qu'ils se morfondent à ce sujet, Atou essaie de le réconforter comme elle peut, pendant que l'insecte les observe. En ce moment, le vieil homme demande à Jia s'il est prêt à revoir le roi, car il leur a déjà donné un peu d'aumône, pour ainsi dire, et on ne sait pas ce qu'il demandera en retour plus tard. Jia en doute fortement, car le roi n'a rien mentionné à ce sujet. Le vieil homme insiste sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, le roi finira par demander quelque chose, car c'est ainsi que fonctionne ce monde. Cependant, Moltar est conscient qu'il faut continuer à profiter de la bonté du roi tant que possible, car s'ils quittent la forêt, ils erreraient à nouveau dans le monde et il leur serait très difficile de trouver de la nourriture. Le vieil homme lui rappelle qu'ils sont venus sur le continent obscur pour établir un royaume où ils ne seraient plus persécutés. Et il se pourrait que ce soit leur dernière chance. Il espère que Jia réussira, car l'avenir de tous en dépend. Mais bien sûr, le protagoniste a entendu la conversation. Peu après, l'insecte va tout raconter au protagoniste. Ainsi, maintenant, le protagoniste sait que les elfes noirs se dirigent vers lui. Atou pense qu'ils viennent peut-être chercher la nourriture qu'ils n'ont pas pu transporter la dernière fois, car il y en avait trop. Takuto pense que la présence d'êtres d'une autre culture et idéologie pourrait causer des conflits à l'avenir. Il préférerait qu'ils prennent la nourriture et partent au plus vite, mais il s'inquiète de ne pas pouvoir communiquer correctement et donc de négocier avec eux. Atou lui dit que ce n'est pas un problème, qu'elle peut s'occuper des négociations à sa place. Le protagoniste lui demande si elle est sérieuse, et elle lui confirme que oui, qu'en tant que roi, il doit simplement lui donner des ordres et qu'elle obéira. Plus tard, les elfes arrivent, et je trouve curieux que, de leur perspective, tout semble sombre et inquiétant. Moltar se présente comme l'ancien des elfes noirs, et Atou les remercie de montrer le respect approprié, mais elle veut qu'ils disent ce qu'ils ont à dire rapidement. Le vieil homme remercie pour la nourriture donnée à son peuple, mais veut savoir comment s'appelle le roi. Atou s'énerve, mais le protagoniste lui donne le feu vert pour révéler son nom. Elle précise qu'il s'appelle Takuto, seigneur de l'Apocalypse et roi de la ruine, et qu'à partir de maintenant, ils devront s'adresser à lui comme le roi Takuto. De plus, elle donne son propre nom et indique qu'elle est inférieure au roi pour qu'il ne la traite pas de la même manière. Le vieil homme remercie pour ces informations et promet que tout son peuple se souviendra de leur nom. Le protagoniste est très heureux de cela, et Atou leur demande de prendre la nourriture avant qu'elle ne se gâte. Cependant, l'ancien elfe veut savoir comment ils peuvent rendre l'appareil. Atou précise qu'ils n'ont rien à offrir, doutant qu'ils aient quelque chose qui puisse satisfaire le roi. Le vieil homme semble indécis, un peu nerveux, alors Atou lui demande s'il mijote quelque chose. Il assure que non, que ce n'est rien. Le protagoniste en profite pour dire à Atou qu'en matière de négociation, il devrait faire certaines choses, mais elle n'aime pas cela, car elle pense que ces elfes ne savent pas négocier. Le protagoniste insiste, mais Atou pense qu'il serait préférable de les éliminer au plus vite pour qu'ils ne deviennent pas un problème à l'avenir. Takuto lui demande de se calmer, car peut-être que les elfes souhaitent également une amitié mutuelle au bénéfice des deux parties. Peut-être que s'ils acceptaient quelque chose que les elfes sont prêts à payer au lieu de leur donner de la nourriture, cela pourrait apaiser tout le monde. Le vieil homme accepte, et le protagoniste confirme que c'est la meilleure solution, car cela apportera plus de calme à tous dans cet endroit. Atou dit aux elfes qu'ils sont idiots de croire que leur roi est un spectre maléfique,
mais Moltar précise qu'il n'a jamais pensé une chose pareille. Atou lui ordonne de se taire, car elle veut réfléchir au prix que les elfes devront payer, mais rien ne lui vient à l'esprit. Le protagoniste pense qu'il serait excellent qu'il raconte ce qu'il y a dans le monde extérieur. Le vieil homme dit alors qu'il leur racontera tout ce qu'il a vu, entendu et vécu. Atou trouve cela parfait et précise qu'une fois l'accord conclu, ils devront quitter la forêt, ce qui fait trembler Jia. Le protagoniste sent qu'il comprend mieux ce type que le vieil homme, mais Moltar demande plutôt qu'on leur accorde la permission de rester dans la forêt. Atou refuse et leur interdit de raconter ce qu'ils ont vécu ici. Jia s'oppose, mais le vieil homme lui explique que si c'est la volonté du roi, ils doivent obéir. Moltar remercie et se retire, mais le protagoniste se demande s'ils font le bon choix, car s'ils quittent la forêt, ils risquent fort de mourir. Mais à la dernière seconde, il leur dit d'attendre et leur propose de devenir ses citoyens, ce qui surprend même Atou. Elle lui demande ce qu'il fait, et Takuto pense que le système des réfugiés serait une bonne option. Le protagoniste sait que les elfes noirs ne sont ni bons ni mauvais, mais s'ils les acceptent comme réfugiés dans leur civilisation, si cela fonctionne comme dans le jeu, ils finiront par devenir aussi maléfiques que lui et Atou. Elle en doute, car ils sont très différents des homoncules, les citoyens principaux de Minogra. Il est probable qu'il y ait des conflits entre eux à l'avenir, mais malgré cela, le protagoniste lui demande de se souvenir de l'apparence des homoncules et si elle pourrait vivre uniquement avec ce type de citoyen. Atou admet que le protagoniste a raison, que l'apparence des homoncules est même nuisible à l'esprit et qu'ils ne peuvent même pas discuter. Avec cela décidé, Atou annonce aux elfes que le roi a décidé de fonder une civilisation ici. Par conséquent, s'ils souhaitent devenir ses citoyens, le roi promet de les protéger. Le vieil homme veut savoir ce qu'il adviendra de lui et de sa tribu s'ils deviennent citoyens. Atou précise que le roi leur promet le bonheur éternel. Enfin, du moins, ce serait la norme. En réalité, ils deviendront des êtres maléfiques. Cela dit, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent, mais selon l'opinion personnelle d'Atou, ils s'en sortiront mieux qu'ils ne le pensent. Plus tard, elle mentionne que les elfes ont mis longtemps à décider, et Takuto pense que c'est normal si on leur dit soudainement qu'ils deviendront des êtres maléfiques. Peu après, ils arrivent au campement des elfes noirs, et tous s'inclinent devant leur présence. L'un d'eux s'évanouit même. Jia leur ordonne de ne pas regarder le roi dans les yeux, car ce serait un manque de respect. Une fois le roi assis sur son trône, Atou les déclare tous citoyens de Minogra, la nation du roi Takuto. Une option du jeu apparaît pour le protagoniste, lui demandant s'il accepte de les prendre comme citoyens, et bien sûr, il accepte. Eh bien, maintenant, officiellement, Minogra a été fondée. Jia se demande si c'est tout, car elle ne ressent aucun changement en elle, mais soudain, elle commence à ressentir quelque chose de très étrange. Oui, elle commence à ressentir de la haine envers ceux qui les ont persécutés et méprisés pendant si longtemps. Tout le monde ressent la même chose, mais peu après, ils comprennent que c'est le bonheur qu'on ressent lorsqu'on est pris en charge. Tous les elfes, désormais satisfaits du roi, commencent à scander son nom. Quelques jours plus tard, le protagoniste est sous le choc, car en regardant la carte, ils ont découvert qu'ils ont commencé dans une position désastreuse, car sur le continent où ils se trouvent, il existe déjà deux grandes nations. Le royaume sacré de Qualia, appartenant à des humains qui vénèrent Arlo, leur dieu sacré. Il y a aussi l'Alliance élémentaire, qui est la nation des elfes qui vénèrent la nature. Les deux royaumes sont bons, et s'ils découvrent la nation du protagoniste, eh bien, on sait ce qui arrivera. C'est terrible, car la nation du protagoniste n'a pas de force militaire, et pour couronner le tout, ces terres maudites n'ont aucune ressource naturelle. Takuto pense que tout n'est pas si mal, car en conditions normales, Minogra a du mal à faire des recherches, car ses citoyens homoncules manquent d'intelligence. Cependant, avec les elfes, les choses changent énormément. Peu après, le vieil homme et Jia arrivent, mais aussi Aime-le. Jia explique qu'elle est très intelligente et connaît beaucoup d'histoires, ainsi que des choses sur d'autres nations. Aime-le sera d'une grande aide pour le roi et pour ses recherches. Atou remercie pour leur coopération et leur demande de ne pas être si formels, car le roi n'aime pas ces choses-là. Elle précise également qu'ils travailleront à des postes clés pour l'administration de la nation. Moltar s'occupera des affaires publiques, et comme il utilise la magie, le roi attend beaucoup de lui. Jia restera chef guerrier et dirigera les forces de Minogra. Jia accepte avec plaisir et dit qu'elle fera toutes sortes d'atrocités au nom du roi, ce qui déstabilise beaucoup le protagoniste, car en réalité, il est très opposé au conflit. Pauvre elfe, je ne comprends pas pourquoi le roi de la ruine et de la malveillance est si pacifiste. Atou leur demande de bien se reposer, car ils devront d'abord récupérer leurs forces. Ensuite, ils devront construire beaucoup de maisons. Moltar promet d'être utile, contrairement à Jia et sa force brute. Cela crée un conflit entre les deux, car ils commencent à dire que l'un est meilleur que l'autre. Atou informe le protagoniste qu'ils sont peut-être trop passionnés par le travail. Takuto pense qu'il serait alors préférable d'aménager le terrain en profitant de leur énergie. Atou demande au vieil homme de trouver du bois, mais sans trop affecter la forêt. Il lui assure de ne pas s'inquiéter, qu'il est habitué à tout type de tâches dans les forêts. Une fois de plus,
Jia ne comprend pas pourquoi le roi de la ruine ne cherche pas à détruire la forêt, mais bon, pour couronner le tout, le protagoniste leur demande de ne pas oublier de reboiser. Les elfes ne comprennent pas, alors Jia demande ce que c'est. Takuto trouve cela curieux. Selon lui, le niveau technologique des gens de ce monde se concentre plus ou moins sur la construction de forteresses. Peu après, Atu demande aux elfes s'ils connaissent la magie militaire et les 6 éléments principaux. Moltar dit connaître les 4 éléments, car c'est la base de la magie. Emle dit n'avoir jamais entendu parler de l'utilisation de la magie militaire par les autres nations. Avec cela, le protagoniste comprend que ce monde n'a pas encore atteint le niveau des 6 éléments principaux, c'est-à-dire qu'ils sont en retard par rapport à d'autres technologies, ce qui est étrange d'une certaine manière. Le vieil homme demande s'ils ont un niveau de technologie magique inférieur à ce que le roi attendait, et Atu répond que oui. Cependant, ce n'est pas grave, car ils pourront surpasser les autres nations lorsqu'ils parviendront à s'améliorer. Mais revenons au sujet principal, elle explique que reboiser, c'est planter des arbres dans les terres exploitées. C'est important pour préserver les ressources, et oui, cela fonctionne même dans la vie réelle. Emle mentionne que le niveau de technologie magique n'a rien à voir avec planter des arbres, ce à quoi le vieil homme répond que c'est vrai, car les arbres mettent des siècles à mûrir. C'est là qu'Atu précise que reboiser utilise les éléments principaux pour accélérer leur croissance. Et oui, c'est une connaissance et une sagesse apportée par le grand roi Takuto. Le protagoniste sait que ce n'est pas vrai, mais elle continue à vendre du vent en disant que le grand roi connaît beaucoup de sujets, qu'il possède une grande sagesse, et elle leur dit qu'ils devraient se sentir chanceux d'être ses citoyens. Emle demande si les fruits qu'ils leur ont donnés précédemment ont également été créés par le roi, et Atu répond que oui, qu'en fait, elle adore les raisins. Elle demande si les raisins sont le fruit violet et mentionne qu'elle a planté leurs graines, qui commencent déjà à germer. Cela choque le protagoniste et Atu, car Takuto avait oublié que les fruits qu'il leur avait donnés venaient du monde moderne, ce qui signifie qu'il peut créer en urgence des choses qui n'existaient pas dans le jeu. Il essaie, et effectivement, il parvient à faire apparaître une pièce de monnaie. Avec ce pouvoir, le protagoniste sait que tout sera plus simple, car il pourra fabriquer de la poudre à canon, des métaux et même de l'essence. Le problème est qu'il faudra beaucoup de magie pour cela, mais le sourire de Takuto en dit long. Emle demande si elle n'aurait pas dû planter les graines, mais Atu lui dit que non. En fait, elle la félicite pour l'excellent travail qu'elle a fait. D'un autre côté, cette blonde, qui semble être une sainte, dit qu'il y a des présages d'apocalypse venant des terres maudites du continent obscur. Cela est évidemment mauvais pour les deux nations, mais un cardinal vient d'arriver pour lui signaler que des barbares sont apparus dans le nord. Elle sait qu'elle doit se mettre en route, car quelque chose commence à se produire dans ce monde. Nous retrouvons ici la sainte, accompagnée du cardinal et d'un groupe de soldats, alors qu'elle se dirige vers un champ enneigé. En avançant, l'un des hommes mentionne qu'on dit qu'elle possède un pouvoir spécial, mais à première vue, il ne le pense pas. En entendant cela, celui qui semble être le chef leur répond qu'ils comprendront bientôt ce qu'elle est réellement. Peu après, un groupe de monstres fonce sur eux à toute vitesse. Le cardinal demande à la sainte de se dépêcher, et elle commence à réciter une longue incantation. De son bâton, elle lance une puissante magie qui enveloppe tous les monstres dans une explosion de flammes. Tandis que les soldats restent bouche bée devant cette démonstration de pouvoir, le cardinal réagit de la même manière et affirme que, plus qu'une sainte, elle est une arme trop puissante. Les flammes s'élèvent jusqu'au ciel, disparaissent dans les nuages, et une lumière en sort. Le chef des gardes explique que c'est grâce à ce pouvoir que la nation peut repousser le mal et entretenir de bonnes relations avec le peuple des elfes. Elle enveloppe ses ennemis de flammes et les renvoie sous forme de fleurs. Il s'agit de l'une des 7 sauveuses du continent d'Hydragia, la sainte Soalina de la majestueuse sépulture. Le cardinal informe Soalina qu'il a envoyé les paladins dans les villages les plus proches. Elle lui parle alors de ce qu'ils évoquaient en chemin, le présage de l'apocalypse dans les terres maudites. Selon elle, il faudrait au moins envoyer des paladins pour enquêter. Le cardinal refuse, trouvant absurde de s'intéresser à ces terres du continent obscur, et affirme que la province centrale ne cédera pas ses paladins pour cela. Il prétend qu'ils ne sont pas si précieux que ça. Mais après ces paroles, Soalina lui annonce qu'elle ira elle-même. Le cardinal, agacé, lui rappelle qu'elle ne semble pas consciente de sa situation, elle n'est plus la simple villageoise qu'elle était. Elle le regarde simplement du coin de l'œil, ce qui l'irrite, mais il finit par accepter d'envoyer des hommes sous ses ordres. Lorsqu'il se retire, il l'insulte à voix basse, la traitant de gamine paysanne. Dans la nation de Minogra, Atu encourage les elfes noirs à s'amuser en construisant. Elle retrouve Takuto, qui se montre joyeux de voir les efforts des elfes pour ériger un trône et une salle du conseil. Atu lui dit que ce n'est que le début, il faut maintenant fortifier la civilisation, dominer les terres et traverser les cieux. Arrivent alors les ministres elfes, venus à son ordre. Avant la réunion, ils offrent un cadeau à Takuto, ce qui l'émeut. Il ne s'attendait pas à ce qu'il finisse aussi vite sa commande. Après avoir mis les vêtements, il est ravi de ne plus avoir à se promener en pyjama. Pourtant, pour les elfes, il n'a pas changé d'apparence. Atu leur dit simplement que leur roi est heureux de sa nouvelle tenue. La réunion commence,
et Moltar demande quel bâtiment construire en premier. Le terrain est déjà nivelé, les branches élaguées. Elle explique qu'ils vont d'abord ériger un bâtiment pour la production alimentaire. On ne peut pas partir en guerre le ventre vide, même si ce n'est pas le but pour l'instant. Moltar demande alors si le roi ne peut pas créer de la nourriture illimitée. Atout leur rappelle que, plus ils grandiront, plus ils devront répartir les ressources, et qu'ils ne peuvent pas tout attendre du roi. Ensuite, elle place un étrange être vivant sur la table. Tous sont pris de court, aiment-le particulièrement. Atout leur explique qu'il s'agit d'un arbre de viande, un bâtiment qui produit une mystérieuse chair au goût humain, en grande quantité, et très nutritive. Moltar fait remarquer que certains refuseront sûrement de manger de la viande humaine. Mais Atout leur dit qu'ils ne font que l'expérimenter pour voir. Takuto accepte donc la création de l'arbre de viande. Atout ajoute qu'ils auront besoin d'un poste de commandement et d'un entrepôt pour stocker la nourriture. Le accepte de s'en charger. À ce moment, l'arbre de viande le remercie d'une voix troublante, ce qui le terrifie. Après tout, c'est un arbre qui parle, et qui produit de la chair humaine. Atout parle ensuite de la recherche, étant encore une petite nation, ils doivent acquérir au plus vite une technologie moderne, en priorité la magie militaire. La magie normale n'attaque qu'une dizaine de personnes, ce que Moltar dit pouvoir faire facilement. Mais Atout leur explique que la magie militaire permet d'anéantir des armées entières, de modeler le terrain et d'avoir bien d'autres usages stratégiques. Moltar, choqué, demande si une telle magie existe. Elle répond qu'il leur faut plusieurs génies en magie. Takuto estime que ce n'est pas si complexe, donc ils pourront la développer rapidement. En comprenant à quel point le roi est savant, Moltar s'emballe, et Takuto valide la décision de centrer la recherche sur la magie militaire. Atout annonce ensuite qu'il faut discuter des plans militaires, ce qui ravit Jia. Mais Takuto l'interrompt pour préciser qu'ils ne se concentreront pas là-dessus pour l'instant. Atout ajoute qu'une armée ne produit rien, consomme ressources et mana, et coûte cher à maintenir. Jia proteste en disant qu'ils ne peuvent même pas protéger le roi avec leurs forces actuelles. Moltar avoue, gêné, qu'ils sont tous deux recherchés comme chefs des elfes noirs. Atout comprend qu'ils s'inquiètent de leurs poursuivants et se tourne vers Takuto, espérant une solution. Ce dernier propose alors de créer un héros. Atout trouve l'idée excellente. Même s'il est coûteux d'en invoquer un, l'entretien est minime. Comme les autres ne savent pas ce qu'est un héros, Atout leur explique. Dans Minogra, les héros servent le roi. Ils sont puissants, dotés de capacités spéciales, mais souvent un peu fous. Il faut remplir certaines conditions pour les invoquer, mais ils peuvent en faire venir un très bientôt. Takuto ajoute qu'un héros coûte moins cher qu'une armée et attire moins l'attention. Jia le remercie pour cela. Takuto, lui, trouve ces sujets divertissants. Il pense à la magie collectée auprès des citoyens et constate que le mana de la nation augmente rapidement. Ce mana est proportionnel au bonheur du peuple. Plus ils seront heureux, plus la nation progressera. Il se promet alors de rendre tous ces sujets aussi heureux que possible. Pendant ce temps, dans une église, un chevalier nommé Lonius prie. Son supérieur lui dit de revenir, car ils n'ont pas de temps à perdre. Mais Lonius lui demande de se taire, expliquant que ce lieu est réservé à Dieu. En se retournant, le capitaine remarque un pendentif que Lonius cache aussitôt. Il comprend qu'il s'agit de son alliance, utilisée comme talisman protecteur. Il lui demande alors le nom de sa femme et de sa fille. Lonius refuse, affirmant que cela n'a rien à voir avec la mission. Le capitaine insiste, lui rappelant qu'il parle à un paladin de haut rang. Lonius finit par céder, sa femme s'appelle Marcha et sa fille, Mina. Le paladin lui répond qu'ils partiront bientôt, et que s'il l'entend prononcer leur nom dans son sommeil, il devra intervenir. Lonius pense que cet homme est grossier et malpoli, mais vu ses compétences, il n'est pas en position de se plaindre. En chemin, le paladin se plaint d'être envoyé sur le continent obscur. Lonius lui rappelle qu'ils doivent enquêter sur la révélation de Soalina, et que s'ils réussissent, le congrès des provinces du Sud les félicitera. Mais il craint qu'en cas d'échec, on le tienne pour responsable, étant le plus bas gradé. Le paladin trouve étrange qu'ils soient les seuls paladins envoyés, les autres étant des mercenaires. Lonius explique que les missions à l'étranger sont rares, donc on ne sait jamais combien de troupes il faut. Il suppose que si ce paladin l'accompagne, c'est qu'il y a une raison cachée. En sortant de l'église, ils sont accueillis par un groupe de chevaliers. Le paladin félicite Lonius pour avoir engagé tous ses mercenaires. Malgré son attitude, Lonius pense qu'il est rassurant de l'avoir à ses côtés. De retour à Minogra, le remercie Takuto pour être venu inspecter l'avancement des travaux. Takuto est impressionné par les maisons construites dans les arbres de viande d'encens, et repense à sa vie de joueur, heureux de vivre cela en vrai. Lui explique que cette zone est leur quartier résidentiel. Elle se spécialise dans les constructions arboricoles, mais ont mis les maisons en pause pour se concentrer sur les arbres de viande, en pleine croissance. Bientôt, elles termineront aussi l'entrepôt. Au sein de l'Institut de recherche magique, l'ancien Moltar dirige une équipe de génies. Ils ont découvert une source d'eau proche et prévoient de construire un aqueduc. Le bâtiment royal servira d'administration nationale, modeste mais suffisant pour commencer. Takuto apprécie le geste, heureux qu'ils aient pensé à chercher de l'eau. Il se souvient des elfes noirs émaciés qu'il a rencontrés,
aujourd'hui plein de vie. Aime-le lui demande son avis, ils ont tout fait pour lui, espérant lui rendre sa bonté. Il lui dit que c'est merveilleux et qu'il est heureux de les avoir comme citoyens. Aime-le, ému, pleure de joie, ce qui surprend Takuto. Elle continue ensuite la visite, lui montrant des arbres de viande presque prêts à être récoltés. Atu rit avec lui en pensant que c'est comme tricher d'avoir autant de pouvoir. Soudain, un arbre de viande murmure qu'il est prêt, les effrayant tous. Ils se dirigent vers la source d'eau, mais en chemin, ils sentent que la forêt est étrange. Arrivés à la source, ils sont choqués de voir que l'eau est contaminée. Moltar arrive avec Jia, voulant s'occuper de l'aqueduc. Aime-le lui dit que l'eau n'est plus potable. Moltar vérifie, confirme, mais Atu boit quand même. Elle leur explique que ce sol est maudit, preuve qu'il fait désormais partie de leur territoire. Takuto leur fait respirer profondément, ils se sentent alors revigorés. Atu précise que les terres maudites profitent aux êtres maléfiques et nuisent aux neutres et aux bons. En rejoignant Minogra, ils sont donc devenus maléfiques. Elle boit l'eau sans problème. Atu précise que les terres maudites serviront de barrière défensive. Bientôt, tout le territoire sera ainsi, grâce à son pouvoir. Mais cela risque d'attirer l'attention. Tous s'inquiètent, mais Atu les rassure, ils vont créer un héros. Moltar dit qu'il ne comprend toujours pas ce que c'est. Atu lui répond qu'il vaut mieux voir en vrai. Cela fait plusieurs jours qu'ils sont là, le moment est venu. Des tentacules jaillissent de son dos et tranchent de nombreux arbres. Elle leur dit qu'elle est elle-même une héroïne, et que ce n'est qu'un centième de sa puissance. Les héros peuvent anéantir des armées seuls. Tout le monde est stupéfait. Takuto ajoute que les héros sont cheatés, qu'ils deviennent plus puissants avec le temps même sans rien faire. Ils vivent la belle vie. Il ajoute que tant qu'ils restent isolés, Atu suffira à protéger la nation. Takuto la gronde pour avoir détruit la forêt et lui demande de nettoyer quand elle en aura le temps, ce qui déprime Atu. Jia et Moltar sont impressionnés par sa puissance, et par celle de leur roi. Moltar propose de construire un palais pour lui, ce que Takuto refuse, n'ayant pas de préférence. Mais on insiste, un palais produit des ressources et rend les citoyens heureux. Takuto accepte juste pour ça. Il ajoute qu'il aimerait un jour un château flottant. Les autres sont confus, mais après tout ce qu'ils ont vu, ils trouvent ça crédible. Pendant ce temps, les paladins poursuivent leur route vers le continent obscur, éliminant les monstres sur leur passage. Les mercenaires les suivent. Alors qu'ils poursuivent leur route vers les terres maudites, le paladin supérieur nommé Verdel dit à Lonius qu'il a bien fait d'engager autant de mercenaires. Celui-ci le remercie et admet qu'il a eu de la chance, car la majorité des mercenaires se trouvent dans le nord. La raison, les troubles dans cette région, où des barbares sont soudain apparus dans la province septentrionale de Qualia et ont ravagé les villages, causant d'énormes dégâts. Même si une sainte et l'armée ont été envoyés pour reprendre le contrôle, les troubles ne semblent pas s'apaiser. L'un des mercenaires, nommé Vargo, les entend parler et leur fait savoir que, selon ce qu'on lui a raconté, la situation est catastrophique dans le nord. Verdel lui demande s'il ne compte pas y aller, car on dit qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Vargo répond que malgré cela, il ne veut pas s'en approcher maintenant qu'il sait qu'il y a une sorcière là-bas. Cela surprend Lonius, mais Verdel leur demande d'oublier le nord, car ils sont en route vers le sud, vers les terres maudites. Et comme ils ne savent pas ce qu'ils peuvent y trouver, il ne veut pas qu'ils soient distraits. Un instant, on aperçoit une femme encapuchonnée dans la forêt. Cette nuit-là, le groupe fait une pause dans une auberge. Lonius en profite pour interroger Vargo sur ce qu'il disait à propos de la sorcière. Celui-ci lui explique qu'il s'agit d'une rumeur, la sorcière serait à l'origine des troubles du Nord. Lonius trouve cela ridicule, car Soalina s'est aussi rendu là-bas, donc il est impossible qu'une seule personne soit responsable. Vargo est d'accord, mais quand il s'apprête à donner son avis, il est interrompu par Verdel qui ne souhaite qu'il plombe l'ambiance. Vargo lui demande s'il ne boit pas un peu trop. Verdel lui répond de ne pas se soucier de détails, car selon les paroles de Dieu, il faut se débarrasser de ses vêtements spirituels en rentrant chez soi après avoir pris soin de la souffrance des autres. Lonius lui cite alors le passage exact de la doctrine du dieu Haro, pour lui faire remarquer que nulle part il n'est écrit qu'on peut boire. Verdel s'excuse en disant qu'ils ont une interprétation différente et lève son verre avec entrain. Ignorant cela, Vargo souligne qu'ils ont envoyé 2 chevaliers sacrés enquêter dans les terres maudites du continent obscur. Il se demande ce qui est si important pour que ce soit eux qui soient envoyés, espérant que cela n'ait rien à voir avec une autre sorcière. Verdel répond que ce n'est pas le cas, et qu'ils savent à peu près de quoi il s'agit. Cela surprend Lonius, car il n'a pas cette information. Vargo lui demande alors les détails. Verdel leur explique que les elfes noirs se sont réfugiés dans ces terres, ce qui inquiète leur chef, car il pourrait y causer des problèmes. Vargo trouve cela sensé, cette race est experte en malédiction et assassinat. Il ajoute que s'ils se cachent et gagnent en puissance, ils finiront par attaquer. Verdel lui dit de ne pas s'en faire, cette fois, ils sont juste là pour enquêter, et si la situation devient dangereuse, ils n'auront qu'à fuir. Vargo est content de ce plan, mais Lonius demande à Verdel s'il pense que c'est ainsi que l'avant-garde de Dieu doit agir, car leur devoir est de combattre le mal. Verdel change alors de ton pour lui conseiller de ne pas être avide de gloire. Le moment viendra où il devra agir, mais ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Alors que Lonius insiste,
Verdel lui rappelle qu'il a une famille, tout comme les autres hommes ici présents, une raison suffisante pour revenir vivant. Il conclut le sujet et annonce à tous qu'ils atteindront demain le continent obscur, alors autant en profiter pour boire ce soir. Pendant ce temps, Takuto rassemble les elfes noirs autour de lui pour une démonstration. Après s'être préparé, il envoie une énorme quantité de mana sur un tas de fruits de l'arbre de chair. Peu après, cette masse commence à prendre forme jusqu'à devenir un insecte. Les responsables sont stupéfaits, et Molta demande à Takuto s'il peut vraiment créer la vie. Takuto sourit, tandis qu'Atu annonce que c'est le pouvoir du monarque, le roi Takuto. Elle ajoute que leur espèce détient encore bien plus de puissance, et que la dévotion et le bonheur du peuple donneront encore plus de pouvoir à leur roi. Elle leur demande donc de lui montrer plus de dévotion. Les elfes noirs acclament leur roi. Le système notifie à Takuto qu'il a produit une nouvelle unité via la méthode normale. De retour sur son trône, il dit à Atu qu'il est content que tout se soit bien passé et que les elfes noirs aient accepté les résultats sans hésiter. Mais tous deux admettent qu'ils ignorent encore beaucoup de choses. Atu lui conseille de ne pas s'en inquiéter, ce rituel prouve qu'ils peuvent produire de nouvelles unités. Takuto comprend alors qu'ils peuvent invoquer un héros. Il se réjouit à l'idée, et même s'il leur faudra beaucoup de mana, il voit enfin un avenir. Selon lui, avec 2 héros, ils auront la force nécessaire. Celui qu'il veut invoquer en premier est Isla, la reine des insectes. Il sait qu'elle est très puissante, elle peut renforcer toutes les unités d'insectes, produire des larves pour le travail, ce qui la rend parfaite pour la guerre et les affaires nationales. Atu le félicite pour cette décision, mais lui rappelle que les autres héros ont des personnalités horribles. Takuto se souvient que l'un d'eux veut dominer le monde, et qu'un autre préfère semer le chaos, bref, tous sont problématiques. Ils s'accordent à dire qu'il ne vaut mieux pas les invoquer tout de suite, car ils doivent d'abord se concentrer sur la nation. Malgré tout, Takuto veut les rencontrer, car leurs compétences restent précieuses. Le lendemain matin, l'Onus et les autres croisent un géant des collines. L'Onus critique le fait que de tels monstres puissent apparaître en plein jour, une chose qui n'arrive que sur le continent obscur. Vargo lui demande de l'aide pour le vaincre, mais Verdel annonce qu'il s'en chargera seul pour ne pas perdre de temps. Il marche droit vers le géant, tire son épée, et demande aux autres de ne rien faire. Quand le géant attaque, Verdel commence un enchantement d'art sacré. Cela intrigue Vargo, alors l'Onus explique qu'il s'agit d'une technique secrète de Qualia consistant à impliquer Dieu dans la lame par la prière. Une fois l'épée chargée, Verdel encaisse le coup du gourdin du géant et contre-attaque en le coupant en deux. L'Onus explique que le pouvoir divin renforce les chevaliers sacrés et les inonde de puissance pour détruire le mal, un pouvoir comparable à celui d'un petit dragon. Sans attendre, Verdel lance une série d'attaques rapides avant de l'achever avec un coup vertical puissant. L'Onus le félicite, pensant qu'avec cette puissance, leur mission se déroulera sans accroc. Mais Verdel n'apprécie pas ses propos et lui reproche de parler trop vite, ce qui déplaît au groupe. De retour avec Takuto, alors qu'il s'apprête à manger son hamburger, Atu lui demande s'il ne préfère pas quelque chose de plus sain. Bien que ce ne soit pas interdit, il pense qu'il devrait manger mieux. Takuto en a marre de ce genre de remarques et croque dans son hamburger. Il raconte qu'à l'hôpital, il ne mangeait que des plats sains, et il s'inquiète pour elle. Atu lui demande pourquoi, et il lui répond que c'est parce qu'elle ne mange que des salades. Elle rétorque que c'est par goût, mais admet qu'un régime uniquement à base de salade ne serait pas bon non plus. Takuto se dit que, malgré sa cruauté, elle mange étonnamment sainement. Changeant de sujet, il lui dit que tout cela commence à devenir incroyable. Elle pense qu'il parle des matériaux du palais, preuve que les elfes noirs se donnent à fond. Cela lui rappelle quelque chose, et il demande à ce qu'on convoque Moltar et les autres une fois le repas terminé. Atu accepte et lui demande de quoi il souhaite parler. Takuto répond qu'avec les insectes, il peut désormais voir les environs de la forêt, et il veut savoir ce qu'il doit faire. Atu comprend qu'il fait référence à la ville voisine. Takuto confirme, elle n'appartient pas à Qualia. Atu confirme que Qualia est bien plus au nord, et que cette ville est neutre, située à l'est. Elle pense qu'il faut donc décider de la marche à suivre. Elle suppose aussi que cette ville sera la première à apprendre leur existence, étant si proche. Takuto se réjouit qu'elle soit neutre, s'ils étaient gentils, ils ne pourraient pas négocier. Atu commence à soupçonner un danger potentiel, mais Takuto minimise. Il dit qu'il n'y a aucun signe que Minogra soit connu. Elle l'avertit que s'il dit cela, cela déclenchera un événement. Takuto prend ça comme une blague, mais son expression change soudainement, une bande d'hommes armés se dirige vers eux. Ne voulant pas attirer l'attention, il demande à Atu de les faire partir pacifiquement. Mais si ce n'est pas possible, elle devra faire ce qu'il faut, ce qu'elle accepte sans hésiter. Pendant ce temps, l'Onus et les autres arrivent enfin face aux terres maudites, un océan d'arbres hostiles à toute forme de vie. Verdel, le regard déterminé, donne l'ordre d'avancer, mais les arrête peu après. L'Onus remarque une silhouette féminine encapuchonnée approchant lentement. Verdel lui ordonne de s'arrêter et lui demande qui elle est et ce qu'elle fait ici. Elle s'incline et explique qu'elle est une elfe noire, réfugiée dans la forêt pour survivre, et qu'elle a compris qu'ils viennent du royaume sacré de Qualia. Elle veut savoir pourquoi ils sont là. Verdel refuse de répondre tant qu'elle ne répond pas à ses questions. Elle affirme vivre avec les siens, eux aussi réfugiés.
Verdel lui demande alors si cela la dérange qu'ils entrent dans la forêt. Elle dit que c'est impossible et fixe le groupe de ses yeux brillants. Lonius tente de dire qu'ils sont des hommes de Dieu, mais Verdel le fait taire. Lonius s'excuse, même s'il ne comprend pas pourquoi une telle réprimande pour si peu. Verdel continue et dit qu'ils sont là pour une mission et qu'ils ne peuvent pas partir juste parce qu'elle ne le souhaite pas. Elle leur explique que son peuple a souffert et qu'il veut simplement vivre en paix. Verdel insiste et demande s'il y a quelque chose dans cette forêt. Elle répond qu'il n'y a que paix et tranquillité. Elle veut savoir pourquoi il s'obstine sur cette forêt aussi sinistre. Ces paroles irritent profondément Verdel et Lonius. Après un silence, Verdel déclare qu'ils sont ici à cause d'une révélation divine, une calamité se cache ici, et ils ne partiront pas sans en avoir la preuve. Cela surprend le groupe, car personne ne savait que c'était pour cela qu'ils étaient venus. Lonius aussi est surpris, et Verdel lui rappelle que cette révélation était un secret d'État. Lonius ne comprend pas pourquoi il la révèle ainsi. Verdel lui dit de se taire à nouveau. Lonius pense que partager une révélation divine sans autorisation est un péché grave, même pour un haut chevalier sacré. Il menace de le dénoncer à leur retour, ce à quoi Verdel répond qu'il fasse ce qu'il veut. L'elfe noir s'excuse à nouveau, les yeux brillants d'un éclat rouge, et leur répète qu'il n'y a rien ici dont ils doivent s'inquiéter. Elle veut qu'ils repartent. Verdel affirme qu'ils resteront un moment. Elle insiste, il vaut mieux qu'ils ne le fassent pas. Lonius perçoit une énergie maléfique en elle, et se demande si elle est vraiment une elfe noire. Il se convainc que la révélation est vraie et que quelque chose se cache ici. Verdel demande à l'elfe si cette calamité n'existe vraiment pas. Elle répond que non, et que si c'était le cas, même eux en auraient peur. Verdel lui demande alors de le jurer devant Dieu, ce qu'elle fait sans hésitation. Quelques instants plus tard, Verdel ordonne le repli. Lonius insiste, mais Verdel reste ferme, il se retire. Lonius, frustré, dit que c'est honteux. Puisqu'il abandonne sa mission et révèle une prophétie, il le destitue de son autorité. Il annonce aux mercenaires qu'ils vont entrer dans les terres maudites pour enquêter. Vargo obéit, malgré les protestations de Verdel, car c'est Lonius qui les a engagés. Lonius ordonne alors l'arrestation de la femme. Verdel est contre, elle est sans défense. Alors qu'il l'encercle, elle soupire, déçue d'avoir échoué. Soudain, Lonius se réveille, inconscient. Il voit sa main couverte de sang. En relevant les yeux, il aperçoit Atou, ayant empalé tous les mercenaires par les membres. Verdel entre en garde, c'est une sorcière. Atou, prenant sa vraie apparence, se lamente que tout ne puisse pas toujours bien se passer. Après la grande menace proférée par Atou, Verdel demande à l'un des survivants de retourner en arrière pour avertir les autres, car c'est crucial. Mais Vargo s'excuse, expliquant que l'attaque de la sorcière a anéanti tous les messagers. Il révèle alors qu'il est le monstre qu'il recherchait, laissant tomber les cadavres des chevaliers au sol. Cela laisse Léonius abasourdi, mais Verdel lui demande de garder son calme, précisant qu'il ne leur reste plus qu'à combattre. Il ordonne à ses hommes de se mettre en formation de combat. Ces paroles remotivent ses troupes, qui s'organisent immédiatement. Quelques secondes plus tard, Verdel ordonne une salve de flèches contre Atou, mais elle bloque chaque projectile avec ses tentacules, affichant une attitude détendue face à eux. Voyant la frustration de Verdel, Atou lui assure qu'elle regrette d'en être arrivée là et blâme l'idiot à ses côtés, qui, par sa dévotion mal placée, s'est mêlé de ce qui ne le concernait pas. Léonius, encore sous le choc, tente de comprendre la situation. Il demande à Verdel ce qu'est une sorcière. Verdel explique que ses supérieurs lui ont ordonné de garder le secret, mais avec la moitié de leurs hommes morts, il pense qu'il aurait dû lui en parler plus tôt. Il révèle que lorsqu'une sainte reçoit une révélation confirmée par les chefs, le monstre issu de la calamité est appelé une sorcière. Une sorcière a également causé des troubles dans le nord, et cette femme doit être du même type. Face à cette menace, Verdel demande aux mercenaires de reculer pour qu'ils puissent accompagner Léonius. N'ayant pas d'autre option, ils utilisent l'art de l'épée sacrée pour attaquer Atou. Elle se moque de leur lenteur et de leur manque de puissance, mais recule lorsqu'un des deux parvient à couper un de ses tentacules. Elle comprend qu'ils utilisent la bénédiction d'un dieu, leur conférant un bonus d'attaque contre les êtres maléfiques, un problème pour les civilisations du bien. Distraite par cette analyse, Verdel l'attaque à nouveau, coupant un autre tentacule, ne lui en laissant plus que 3. Atou, furieuse, utilise ces 2 derniers tentacules pour prendre des mercenaires en otage. Elle admet les avoir sous-estimés, reconnaissant leur force inattendue, mais souligne qu'ils ne peuvent plus attaquer, car les humains, par leur attachement, font des boucliers parfaits. Cette vieille est folle, murmure Léonius. Verdel lui demande de se retenir, expliquant qu'il ne reste que 2 tentacules et qu'en les coupant, ils pourront vaincre Atou et éradiquer la calamité, évitant ainsi tout dommage supplémentaire. Il l'incite à réfléchir à ce qui compte vraiment. Convaincu par cette logique, Léonius et Verdel chargent Atou, la prenant par surprise. Ils tranchent rapidement les corps des mercenaires et les tentacules. Verdel s'avance pour porter le coup final, mais lorsqu'il s'approche, Atou affiche une expression macabre. En un instant, Verdel est transpercé par de multiples tentacules. Dans ces derniers instants, il crie à Léonius de fuir, avant qu'Atou ne lui perce la tête. Lorsque le corps de Verdel s'effondre, Léonius est sous le choc,
car il pensait avoir coupé tous les tentacules. Atou lui demande alors quand elle a dit qu'elle n'en avait que 6, expliquant qu'elle peut les régénérer à volonté, tout en arborant un sourire satisfait. Léonius réalise qu'elle jouait avec eux depuis le début et ordonne aux mercenaires de fuir, insistant pour qu'au moins l'un d'eux survive pour raconter l'histoire. Les mercenaires s'enfuient, terrifiés, ce qui déplaît à Atou. Lorsque Léonius attaque Atou désespérément, elle bloque son épée avec l'arme de Verdel, utilisant l'art de l'épée sacrée. Remarquant sa surprise, elle explique qu'elle a volé cette technique à Verdel en le tuant, ainsi que tout son entraînement et ses compétences. Elle enchaîne avec une série d'attaques rapides, sans utiliser ses tentacules, trouvant cela amusant. Elle souligne que Verdel était un paladin digne de sa réputation, mais le blâme pour sa mort à cause de son aveuglement. Soudain, elle mentionne le nom de la femme de Léonius, Marcha, et de sa fille, Mina, le choquant. Elle confirme avoir volé tous les souvenirs et sentiments de Verdel, révélant que plus elle tue, plus elle devient puissante. Atou partage certains des souvenirs de Verdel, qui se demandait ce qu'il adviendrait de Léonius et de sa famille s'il mourait. Elle trouve cela héroïque, digne d'un paladin, et demande à Léonius ce qu'il ressent. Il répond que la volonté de Verdel vit toujours en lui, car en la retenant, il donne une chance aux mercenaires de s'échapper. Mais des cris retentissent au loin, et Atou explique que les elfes noirs, qu'elle a envoyés, ne laisseront personne s'enfuir. Léonius, désespéré, l'attaque à nouveau, mais Atou, prête à tout, réagit avec malveillance. Elle le piège et lui reproche de ne pas avoir écouté Verdel. S'il l'avait fait, il serait rentré chez lui, aurait retrouvé sa famille, vécu une vie paisible et continué à rendre grâce à son Dieu. Le bois serait resté calme, et elle aurait pu dormir en espérant que cela dure éternellement. Mais à cause de lui, elle annonce un futur où tout ce qu'il connaît mourra, sa famille, son royaume, ses amis, qu'elle traquera pour les tourmenter jusqu'à ce qu'ils implorent la mort. Elle détruira également tous les villages qu'ils ont traversés, tuant leurs habitants sans raison, et dira que tout est de sa faute. Léonius la supplie d'arrêter, mais Atou, sans l'écouter, affirme que si les gens le méprisent, il sera fini, et c'est pourquoi elle doit tous les tuer, une leçon apprise d'une personne importante. Elle est prête à anéantir des millions de personnes pour ne jamais être méprisée. Léonius, tourmenté, continue de la supplier, mais elle lui dit joyeusement qu'il est une bonne personne, croyant en un Dieu, travaillant pour son pays et aimant sa famille. Cependant, elle déteste ceux qui se prennent pour la justice incarnée. Elle lui dit adieu, espérant qu'il verra ses proches et les innocents souffrir atrocement par sa faute. Léonius pousse un cri déchirant, tandis qu'elle rit en lui ôtant la vie lentement et douloureusement. Une fois terminé, dans une mare de sang, l'anneau de Léonius brille. Atou part rejoindre les autres, annonçant que, comme demandé, ils ont tous été tués. Elle ajoute que cela plaira à son roi et qu'elle prévoit de rentrer, après avoir demandé de se débarrasser des corps. On lui demande si elle compte vraiment exécuter ses menaces. Son expression sérieuse s'adoucit, et elle répond en riant qu'elle plaisantait, qu'elle est tranquille et qu'elle ne faisait que les tourmenter un peu. Les autres, perplexes, trouvent étrange qu'elle se qualifie de paisible après avoir tué 8 personnes. Atou part voir son roi, pressé, et Jia lui demande si quelque chose ne va pas. Avec une expression sérieuse, elle répond qu'elle doit parler au roi de quelque chose d'important. La nuit, elle rencontre Takuto pour lui raconter ce qui s'est passé, notamment l'utilisation du terme sorcière à son sujet. Cela le rend perplexe, car il ne se souvient pas d'une telle unité dans Eternal Nation. Atou confirme que ce n'est pas le cas et que ce monde n'est clairement pas celui du jeu. Takuto admet qu'il craignait cela. Atou explique qu'ils ont agi selon les règles du jeu jusqu'à présent, mais qu'ils doivent maintenant considérer que ce monde est différent. Cependant, ces différences pourraient leur être bénéfiques, notamment grâce à sa capacité. Dans le jeu, la compétence spéciale d'Atou lui permettait de voler les capacités d'une unité vaincue, mais ici, elle peut aussi voler leurs souvenirs, une arme puissante. Takuto approuve, car cela leur permet de connaître la situation à Qualia sans envoyer d'espions. Atou ajoute que Qualia ne peut plus envoyer de force à cause d'un désastre dans le nord. Bien qu'il soit tranquille pour l'instant, Qualia pourrait réagir après cette défaite. Takuto note qu'ils ignorent tout de Minogra et que toute action ennemie nécessitera prudence. Ce qui l'inquiète le plus, c'est l'origine de ce désastre dans le nord. Atou précise qu'elle n'en sait rien, pas même Qualia, mais que la sorcière, nommée Elakino, la sorcière limace, a causé des dégâts comparables à ceux d'une armée. Dans un changement de scène, une fillette, Elakino, marche joyeusement dans un village détruit jonché de cadavres. Elle annonce qu'ayant terminé ici, elle veut aller à la prochaine ville, accompagnée de ses zombies, ravis de semer le chaos. De retour avec Takuto, il demande à Atou si les troubles du Nord sont récents. Elle confirme, ce qui pousse Takuto à réfléchir, un monstre capable de rivaliser avec une armée est apparu récemment, peut-être dans ce monde comme eux, et il semble y avoir plus d'individus avec une force héroïque, ce qui complique les choses. Atou demande ce qu'il doit faire, notant que Elakino semble maléfique et proposant d'établir un contact. Takuto refuse, estimant qu'ils ne s'entendraient pas, surtout s'ils sont tous deux maléfiques. Atou acquiesce, soupirant que tout allait bien jusqu'à présent.
Takuto ajoute que face à la possible présence d'un autre héros, ils doivent créer leur propre héros. Il pensait à cela, mais estime qu'il faut y réfléchir davantage, peut-être en se concentrant sur des forces pour combattre. Atu soutient cette idée et promet d'aider, même si réunir le mana nécessaire prendra du temps. Takuto la remercie et mentionne qu'il envisage de revoir leur stratégie, pas seulement pour Isla, mais aussi pour changer leur politique. Il déclare vouloir forger une alliance, car Qualia est un ennemi clair, et face à l'inconnu de la sorcière, une alliance avec une autre nation serait bénéfique. Atu comprend, mais doute que ce soit possible, étant des êtres maléfiques. Takuto répond que cela fonctionnera si une nation neutre y gagne quelque chose. Atu propose la nation de l'Est, et Takuto confirme qu'après avoir pris le palais, il enquêtera sur cette nation pour renforcer leurs forces et proposer une alliance. Dans une autre scène, les défenses d'une ville affrontent une attaque ennemie soudaine, ce qui les angoisse. Leur mage principal frappe les ennemis avec une puissante attaque magique depuis le ciel, impressionnant ses alliés. Mais lorsqu'il tente de partir, on lui signale que les ennemis sont plus nombreux et résistent. Inquiet, le mage demande des renforts, se demandant ce que sont ces monstres étranges, jamais vus auparavant. Alors qu'Atu s'apprête à quitter Takuto, elle s'arrête à la porte, hésitant à parler par timidité. Elle avoue avoir peut-être exagéré avec les paladins, craignant des conséquences graves. Takuto, nonchalant, lui demande ce qu'il y a de mal à cela, la surprenant. Un silence s'installe, puis Atu perçoit un changement en lui, il se transforme brièvement en roi de la ruine avant de redevenir normal. Takuto lui assure que ses actions ne l'offenseront jamais, car il lui fait confiance et veut qu'elle continue à l'aider. Touché, Atu promet de lui offrir toute sa force, oubliant l'image qu'elle a eue de lui. Dans son enthousiasme, elle lui dit de lui demander n'importe quoi, frappant l'air pour montrer sa motivation. Takuto la regarde avec un sourire, heureux de la voir redevenir elle-même. Peu de temps après, le palais de Takuto est enfin achevé, marquant le début de l'essor de son royaume. Il est enthousiaste, car il a toujours rêvé d'un palais grandiose. Atu lui assure qu'un jour, il sera assez grand pour percer les cieux. Cependant, cette discussion sur le palais amène Atu à réaliser que, bien que Takuto soit leur roi, il n'a pas encore un seul serviteur à son service. Il n'y avait pas vraiment réfléchi, mais il serait étrange pour un roi de ne pas avoir de serviteur personnel. Atu lui demande alors s'il a une préférence pour qu'elle puisse lui en trouver un. Takuto répond timidement qu'il se contenterait de n'importe qui, tant que la personne est facile à aborder, car il est un piètre communicant. En fait, il n'a pas vraiment tenu de conversation avec les elfes noirs depuis son arrivée. Atu pense que c'est surtout parce qu'il ressemble à une masse d'énergie négative à leurs yeux. Quoi qu'il en soit, elle lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle a un plan parfait. Takuto trouve l'enthousiasme d'Atu un peu inquiétant, mais décide de la laisser faire pour voir ce qu'elle prépare. Atu convoque immédiatement Jia, Moltar et Emle, leur ordonnant de rassembler toutes les jeunes filles du village, car Takuto les désire. Takuto et Moltar sont stupéfaits par ce qu'ils viennent d'entendre, mais Moltar veut lui laisser le bénéfice du doute et demande à Atu pourquoi elle donne un tel ordre. Atu explique qu'elle a choisi des jeunes filles, pensant qu'il serait plus facile pour Takuto de s'entraîner à discuter avec elle. Mais au lieu de s'expliquer clairement, elle déclare audacieusement que Takuto aime les jeunes filles. Cela va trop loin. Takuto interrompt Atu pour l'empêcher d'aggraver les choses et lui demande d'expliquer sans le faire passer pour un prédateur. Après avoir entendu l'histoire complète, Moltar et les autres sont soulagés d'apprendre que Takuto voulait simplement un serviteur avec qui il serait facile de parler. Il a spécifiquement demandé des jeunes filles, car le royaume manque de main-d'œuvre, et il ne voulait pas détourner des travailleurs précieux pour en faire ses serviteurs. Les enfants, qui ne peuvent pas encore travailler, étaient donc le meilleur choix. Moltar et les autres sont impressionnés par la réflexion de Takuto. Ils acceptent de lui amener les enfants, et Takuto se réjouit à l'idée d'avoir des gens avec qui discuter. Cependant, il n'a pas pris en compte un détail, pour les gens ordinaires, il ressemble toujours à une calamité ambulante. Ainsi, les enfants éclatent en larmes dès qu'ils le voient. Takuto se sent très mal après cet incident. Atu demande à Moltar s'il y a des enfants qui ne hurleraient pas à la vue du roi. Dans ces circonstances, Moltar ne voit personne de convenable. Jia intervient soudain, demandant si Takuto a rencontré les jumelles, précisant qu'il ne les a pas présentées, car il ne pensait pas qu'elles seraient des servantes appropriées. En résumé, elles ont un passé troublé, et il craignait qu'elles n'offensent le roi. Mais à ce stade, les options sont limitées, alors Atu lui demande de les faire venir. Peu après, les jumelles arrivent au palais et se présentent comme Karia et Maria. Karia parle avec respect, tandis que Maria s'adresse à Takuto de manière décontractée, comme s'il était un ami. Atu devine immédiatement que ces filles ont traversé beaucoup d'épreuves. Elle demande à Karia d'où viennent les cicatrices sur son corps. Karia explique qu'elles sont dues à une maladie. Moltar précise que Karia a souffert d'une peste il y a quelque temps, et bien qu'elle soit guérie, les marques de la maladie persistent. Atu demande ensuite ce qui est arrivé à Maria. Karia explique que Maria a vécu quelque chose de très cruel, qui l'a changé à jamais. Atu insiste pour savoir ce que Karia entend par quelque chose de cruel, et Maria répond sans hésiter qu'elle a mangé sa mère.
C'est bien pire que ce qu'Atou imaginait. Elle demande des explications à Moltar, qui n'est pas fier de ce qui s'est passé, mais c'était la seule solution. Les elfes noirs n'ont jamais oublié le noble sacrifice de la mère de Maria et Caria. Takuto se souvient que les elfes ont dû parcourir un terrain périlleux pendant longtemps après avoir été chassés de chez eux, et dans de telles situations, la famine devient un problème majeur, nécessitant des sacrifices. Être forcé de manger sa propre mère a brisé la vision du monde de Maria. Bien qu'il soit positif qu'elle ne semble pas avoir peur de Takuto, Atou doute qu'elle soit une bonne servante pour lui. Cependant, pendant qu'Atou réfléchit, Maria s'approche de Takuto et lui dit qu'il lui semble blanc. Takuto est surpris, car la plupart des gens le décrivent comme l'incarnation des ténèbres. Il lui demande si elle serait prête à devenir sa servante pour prendre soin de lui, et Maria répond qu'elle fera de son mieux. Takuto la nomme officiellement aspirante cadre de l'illustre Minogra. Atou est stupéfaite, car c'est la plus longue conversation que Takuto ait eue avec quelqu'un d'autre qu'elle. Cependant, Caria n'a pas beaucoup parlé, alors Takuto lui demande ce qu'elle pense de sa proposition. Caria répond qu'en tant que petite sœur de Maria, elle a le devoir de rester à ses côtés, et si Maria veut devenir la servante de Takuto, elle le fera aussi. Takuto est ravi et leur annonce qu'à partir d'aujourd'hui, elles seront chargées de s'occuper de lui. Jia et Moltar semblent toutefois un peu inquiets de cette décision. Après le départ des autres, Moltar s'approche de Takuto et lui confie quelque chose au sujet des jumelles. Depuis la mort de leur mère, elles n'ont plus ressenti la moindre émotion, comme si leur cœur s'était complètement fermé. Les avoir comme servantes présentera des défis, mais Moltar demande à Takuto de faire preuve de tolérance et de patience jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Plus tard, Maria et Caria commencent leurs fonctions officielles, mais les problèmes surgissent immédiatement. Maria trébuche en apportant un verre d'eau à Takuto et le renverse sur lui. Caria s'excuse pour elle, expliquant que ce n'est pas la première fois, mais Takuto dit qu'il n'est pas fâché. Peu après, Atou arrive et est déçu de voir que Maria a encore fait une erreur, mais Takuto lui demande d'être indulgente avec les filles. Atou ne supporte pas leur fréquente maladresse, mais si Takuto ne veut pas les punir, elle n'y peut rien. Elle lui rappelle qu'il a une réunion à laquelle Maria et Caria, en tant que servantes, devront assister et devront se comporter au mieux. La réunion commence peu après, et Emle, responsable du département de construction, fait son rapport. Avec le palais achevé, de nombreux ouvriers sont libres, et il reste beaucoup de ressources en stock. Elle propose de commencer un nouveau projet. Takuto et Atou approuvent et lui demandent de construire une clinique dès que possible pour assurer la santé et la sécurité des citoyens de Minogra. Emle promet de s'y mettre immédiatement. Ensuite, Atou souhaite parler à la personne responsable de la collecte des ressources, qui s'avère être aussi Emle. Elle signale que la collecte de nourriture et de matériaux se passe bien, et grâce à l'aide de Takuto, ils ont obtenu des produits de première nécessité qu'ils ne pouvaient pas produire eux-mêmes, bien que cela consomme beaucoup de mana. Ils devront trouver d'autres méthodes, car utiliser la production d'urgence trop souvent n'est pas idéal. Takuto dit qu'ils peuvent continuer à compter sur lui, mais ils doivent prioriser la construction et la recherche pour augmenter sa production de mana. Atou remercie Emle pour son travail acharné. Ensuite, la discussion porte sur la recherche magique, et Moltar prend la parole. Il annonce avoir créé une magie militaire, qu'il est pour l'instant le seul à pouvoir utiliser, mais il est convaincu que ses subordonnés pourront l'apprendre avec un entraînement suffisant. Il pourrait même utiliser le mana en ruine produit par le palais pour lancer des sorts puissants. Cependant, comme Takuto a déclaré ne pas vouloir déclencher de guerre, ils n'auront probablement pas beaucoup d'occasions de l'utiliser. Atou lui demande de se concentrer sur la recherche des 6 éléments principaux de l'arbre des compétences magiques, car ils seront les plus utiles au développement de la nation. Enfin, Atou demande à Jia un rapport sur l'état de l'armée. Il informe qu'il dispose de 5 insectes éclaireurs, occupés à explorer le territoire maudit, mais les plaines au-delà de la forêt sont difficiles à explorer sans risquer d'être repérés. La furtivité étant une priorité pour Minogra, les éclaireurs sont limités dans leurs explorations. Atou trouve cela acceptable, car ils ont déjà un rapport détaillé sur la forêt, et demande à Jia d'assigner les éclaireurs à des patrouilles de routine autour du périmètre. Jia s'inquiète de la faiblesse militaire, mais Atou assure qu'elle peut gérer toute menace, d'autant plus qu'elle et Takuto ont décidé de créer un nouveau héros. Takuto annonce qu'il va invoquer Isla et demande si les ressources nécessaires sont prêtes. Moltar confirme que le bois et les rations sont prêts, mais il reste le problème de la grande quantité de mana requise. Après de nombreux débats et compromis, la réunion se termine, et Takuto est satisfait de la manière dont chacun remplit son rôle. De retour dans la salle du trône, Maria heurte Takuto, faisant tomber les documents de la réunion. Caria s'excuse à nouveau et aide à ramasser, mais il déchire accidentellement un document. Elles s'attendent à ce que Takuto soit en colère, mais il leur dit de ne pas s'inquiéter et va s'asseoir sur son trône. Maria s'approche soudain et lui demande s'il est une mauvaise personne. Étant d'alignement maléfique, il l'est techniquement, alors elle demande pourquoi il ne les a pas tués malgré leurs erreurs constantes, qui justifieraient l'exécution d'un serviteur. Takuto leur demande ce qu'elle pense être la différence entre une bonne et une mauvaise personne. Pour Maria, une bonne personne fait seulement de bonnes choses, et une mauvaise personne, seulement de mauvaises.
Takuto lui dit qu'elle n'a qu'à moitié raison. Une bonne personne doit toujours faire ce qui est juste, sans mentir, voler ou tuer sans raison. Mais une mauvaise personne n'a pas forcément à toujours faire de mauvaises choses. Par nature égoïste, elle fait ce qu'elle veut sans se soucier des sentiments des autres. Dans son cas, Takuto veut être gentil avec elle, donc il n'y a rien de mal à être indulgent face à leurs erreurs. Il sait qu'elles ont fait exprès de multiplier les erreurs pour le mettre en colère. Maria et Karia admettent qu'elles espéraient qu'il les tuerait à force de causer des problèmes, pensant ne pas mériter de vivre après ce qu'elles ont fait. Takuto comprend qu'il leur est difficile de se pardonner, et bien qu'il ne puisse pas se mettre à leur place, il est sûr que leur mère s'est sacrifiée pour qu'elles vivent. Il veut qu'elles sachent qu'elles sont libres et que le meilleur moyen d'honorer ce sacrifice est de vivre pleinement. Ce ne sera pas facile, mais il sera à leur côté à chaque étape. Les deux éclatent en larmes face à la gentillesse de Takuto et l'enlacent fort. Quelques heures plus tard, Atu entre et trouve les jumelles endormies sur le trône de Takuto. Un peu jalouse de leur proximité, elle annonce que le rapport sur la ville voisine, Dragontan, est prêt. Faisant partie de la nation neutre multiraciale de Fonkaven, Dragontan abrite diverses races, ce qui rend Takuto optimiste quant à des négociations, mais il s'inquiète de son emplacement isolé. Atu explique que la ville a été construite là à cause d'une mine de veines de dragon, précieuse pour leur production naturelle de mana. Elle suggère de s'en emparer rapidement. Le rapport indique aussi que Dragontan est attaqué par des barbares comme des ogres et des gobelins, et peine à se défendre. Takuto demande si la ville a reçu de l'aide de sa patrie, mais aucun renfort n'a été envoyé, et la situation ne s'améliore pas supposant qu'il y a des réfugiés. Takuto propose de les accueillir à Minogra pour augmenter la population tout en établissant des relations avec Dragontan, avec l'espoir de revendiquer la mine de veines de dragon à terme.